C'est bon? On suit là. Point gauche levé. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. En Burkina Faso. Si on prend Burkina Faso et qu'on décortique, on verra tout de suite que c'est un nom qui vient du terroir national. Parce que Burkina c'est en Morée. Vous savez, en français ça veut dire inter. Faso c'est un Kula. En français ça veut dire la terre des ancêtres. Et quand on dit Burkinabé, c'est dans l'ethnie Peul et ça veut dire un fils, un ressortissant du Burkina Faso. Ici, l'hymne était là, Pierre Volta, rédigé par l'impérialisme pour dire aux Burkinabés, soyez fiers d'être des Voltaïques. Le président Thomas Sankara va rédiger une autre hymne qu'on va appeler le Ditalien, qui veut dire l'hymne de la victoire, le chant de la victoire. Mais l'hymne n'a pas été aussi nommé au hasard, parce que quand on remonte à l'histoire, 1916-1917, il y a ce qu'on a appelé la révolte Bois ou la guerre de Bani Volta. Les peuples Lobiri et Dagara se sont associés, c'était au temps de la colonisation, et ont infligé une défaite à l'armée française à son temps. Ce qu'on n'enseigne pas dans nos manuels d'histoire, parce que c'est eux qui financent notre éducation et ils ne veulent pas qu'on parle de nos exploits. Donc tout ça, c'est à revoir. Le drapeau ici, le rouge, ça symbolise le sang. Le vert, c'est la végétation, la nature. L'étoile au milieu, c'est la richesse, c'est l'abondance. Voici comment les pionniers s'habillaient à son temps. Et là, on passe d'un état colonial à un état souverain, indépendant. Donc c'est un peu ce qu'on peut dire aussi sur cette image-là. Dans notre communauté, parce que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres n'ont pas vécu dans l'individualisme. Chez nous en Afrique, c'est le socialisme, c'est le communautarisme. C'est pour cela, quand vous allez chez les Mossé, il y a ce qu'on appelle Soissouara. Et Soissouara, on s'associe, on s'aide à travailler. Aujourd'hui, on va travailler sur un tel, demain c'est sur l'autre, après demain c'est sur l'autre. Au village, on mange ensemble dans la même assiette. C'est comme cela en Afrique. Parce que cela crée des liens de fraternité. Et quelles qu'en soient vos divergences, vous ne pouvez pas vous trahir. Si vous mangez dans la même assiette et que voilà, ça laisse des liens de fraternité. Mais l'école est venue avec mon bic. C'est mon cahier, c'est ma craie, c'est mon crayon. Et cela crée en nous des sentiments d'égoïsme, c'est-à-dire ça fait de nous des individus. Parce que tout de suite, moi je vais être devant. C'est mon bic, c'est pour moi. Alors qu'en Afrique, c'est notre bic. Ce n'est pas mon bic, c'est notre bic. C'est pour cela qu'on dit l'enfant n'est pas seulement le seul enfant de son père et de sa mère. Chez nous en Afrique, l'enfant c'est l'enfant de tout le village, de toute la communauté, de toute la société. Et tout le village, la communauté ou la société a le devoir de l'éduquer. Parce que s'il a réussi, c'est l'enfant de tout le monde. S'il n'est pas bon aussi, on dira que c'est l'enfant de telle communauté ou de telle société. Au village, chez nous, il y avait ces centres qu'on appelait avant bord. J'ai vu que le gouvernement, ils ont recommencé ça à Zignari, Kieogo. Le Kieogo, voilà, c'est un centre pour apprendre aux enfants la vie d'homme pour les garçons et la vie de femme pour les jeunes filles. Mais aujourd'hui, on a abandonné tout ça. Donc, c'était un peu ça. Ici, nous sommes au Conseil de l'Entente. Et le Conseil de l'Entente,
c'est une institution sous-régionale qui est née en 1959. Ça a commencé avec 4 pays. Il y avait la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, dont le pavillon Haute-Volta en blanc, ici, à gauche, devant nous. Il y avait la Côte d'Ivoire. Le bâtiment Côte d'Ivoire, c'est en jaune, de l'autre côté. Il y avait le Niger. Le bâtiment Niger, c'est en face. Il y avait le Dahomey. Le Dahomey qui se retrouve derrière. C'est 3 bâtiments collés. Il y a un 5e pays qui a rejoint le conseil. Vous allez vous mettre de ce côté. Voilà, je vais me mettre là. Il y a un 5e pays qui a rejoint le conseil en 1966. N'avancez pas dans le cercle rouge là. Voilà. Voilà, 2 pas en arrière, s'il vous plaît. 2 pas en arrière. Quand tu arrives à cet endroit, le silence. Voilà, on fait 1 minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont tombés ce jour 15 octobre 1987. C'est la place où le président Thomas Sankara, le président Thomas Sankara est tombé. Donc de grâce, vous voyez le 66, c'est le Togo. Dans quelles circonstances le Conseil de l'Entente est né? Au moment où la France voulait donner l'indépendance formelle aux colonies, les leaders éclairés, il y avait Daniel Ouenzin Koulibaly de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, Sourou Migan Apiti du Dahomey, actuel Bénin, Djibo Bakari du Niger. Ces leaders éclairés, et il y avait aussi Modibo Keïta du Soudan français, actuel Mali, avait voulu que l'Afrique de l'Ouest aille à ces indépendances-là de façon groupée, sous forme d'une fédération et non pas de façon dispersée. Mais l'impérialisme ne veut pas quand on est uni, quand on est solidaire. Sa politique, c'est le diviser pour mieux régner. L'impérialisme va commencer par éliminer certains leaders éclairés, tels Daniel Ouenzin Koulibaly, victime d'empoisonnement. Ils vont s'arranger à écarter d'autres leaders au dernier moment. C'est le cas de Sourou Migan Apiti, qui a été écarté et Hubert Manga a pris le pouvoir. Et le cas de Djibo Bakari, qui lui était pour la fédération, ils vont l'écarter et mettre Amani Diori, qui n'était pas pour la fédération. Ils vont s'appuyer aussi sur certains dirigeants de la sous-région, dont un disait il préfère être la tête de la souris, mais plutôt que la queue de l'éléphant. Arriver à corrompre d'autres aussi, tel Maurice Yamiogo, et mettre en place cette institution néocoloniale qu'on va appeler le Conseil de l'Entente. L'objectif était d'avoir une mainmise sur les populations, mais aussi les dirigeants de ce conseil. Quand le président Sankara prend le pouvoir, il va dire le conseil c'est une hypocrisie. Ça ne peut pas faire avancer les États. C'est comme aujourd'hui, les États de l'AES trouvent que la CEDEAO est une institution à la sorte de l'impérialisme français et qu'ils se sont retirés. Le président Sankara va écrire une lettre envoyée au président Houphouët-Boigny, qui était le président du Conseil de l'Entente, et dire désormais le Burkina Faso se retire. Le siège a été déménagé en Côte d'Ivoire. Et le président Sankara a pris cet endroit pour faire le quartier général de la révolution, pour ne pas dire le palais présidentiel. Tout ce que nous avons parcouru au niveau du mur, c'était des décisions qu'il prenait avec son cabinet spécial. Il se réunissait ici. Et le jour du 15 octobre, c'est à l'intérieur de ce bureau-là qu'il s'est réuni avec son cabinet spécial. Ils étaient 7 à l'intérieur. Mais ce jour-là, un a eu la vie sauve, Alouna Traoré. Parce que Dieu a voulu qu'il soit là aujourd'hui pour nous apprendre l'histoire réelle. Et c'est Alouna Traoré qui parle. Il dit qu'il a été envoyé le 14 octobre à Cotonou pour voir Mathieu Kérékou, qui était un révolutionnaire. Parce que le Bénin a commencé la révolution avant le Burkina. L'objectif est de voir ce qu'on peut prendre dans la révolution du Bénin pour l'appliquer au Burkina. Il est revenu le 14 soir et la réunion devait avoir lieu le 15 aux environs de 15 h. Mais il y a eu un retard, la réunion a finalement commencé à 16h30. Donc 16h30, tout le monde est là, le président est là. Et comme lui revenait d'une mission, le président lui donne la parole de faire le point de sa visite. Il dit c'est à peine quand il a pris la parole que les armes ont commencé à crépiter. Les chauffeurs, les gardes
le motoriste, et il y avait un gendarme aussi qui était venu remettre un courrier, ont d'abord été lâchement puis froidement abattus. Après ce forfait, ils vont demander aux 7 qui étaient à l'intérieur de sortir. Il dit que le président Sankara avait porté cette tenue que vous voyez. Il va se débarrasser de l'unique arme qu'il possédait. Il va dire à ses camarades, restez, c'est moi qu'ils veulent. Il va sortir par la porte que vous voyez, les mains levées, comme pour dire, inutile de tirer sur les innocents. Si c'est Sankara vous voulez, venez arrêter Sankara. Et comme il aimait aussi le dire, un vrai chef, c'est celui-là qui a la capacité de se sacrifier pour que le peuple ait le bonheur. Le président Sankara, à peine avoir franchi la porte de son bureau, l'ennemi ne va pas chercher à comprendre. Ils vont tirer sur lui à bout portant. Son corps sera criblé de balles. Le président Thomas Sankara va prendre le temps de fermer le poing gauche, tomber sur les 2 genoux et s'incliner sur le côté gauche, comme pour dire, vous pouvez tuer Sankara, mais vous ne pourrez jamais tuer la révolution. Puisqu'aujourd'hui, la révolution est en marche. Vous pouvez tuer Sankara, mais vous ne pourrez jamais tuer la vision politique et l'idéologie de Thomas Sankara. Aujourd'hui, elles sont en marche. Vous pouvez tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Et aujourd'hui, ces milliers de Sankara sont nés. Donc après cela, les 6 autres, on va les dire de sortir, les assaillants bien sûr. Celui qui sort là-bas, Aluna dit qu'il sera le dernier. Et à peine sorti, il se laisse tomber dans le sang sans qu'une balle ne l'atteigne. L'ennemi va prendre quelques minutes, tirer en l'air, manifester leur joie en voulant faire croire à ceux de la ville et de l'extérieur qu'il y a une résistance. Il n'y a pas eu de résistance. Après cela, ils sont venus vérifier, voir si le président Sankara est réellement mort. C'est là qu'ils vont découvrir que lui, Aluna, n'est pas mort. Il dit que ce sont des gens qu'il connaissait parce qu'ils jouaient ensemble au foot. Il y a un débat qui est né tout de suite entre les assaillants parce qu'il y a un qui a demandé à ce qu'on l'exécute et l'autre a dit de patienter. C'est dans la discussion, il a eu l'envie de se soulager. On va l'accorder l'autorisation. Mais pour lui, après avoir fini de se soulager, c'était la mort. Mais heureusement que l'ennemi va changer d'avis. Ils ne vont plus le tuer, ils vont l'enfermer dans le bâtiment Niger. Aux environs de 18 h, il va regarder par la fenêtre. Il va constater que les 13 corps qui gisaient au sol ont disparu. Et qu'il y avait des citernes d'eau pour laver le sang. Le lendemain, ils vont les libérer tous. Ils vont dire que chacun rentre chez lui. Celui qui ne veut pas mourir, qu'il se tait. C'est comme cela qu'il va se retrouver en Côte d'Ivoire, par la suite au Congo, Brazzaville. Il va revenir au pays en 1993, mais il fallait toujours se taire. Ce n'est qu'en 2014 qu'il va avoir le courage de raconter les événements réels du 15 octobre 1987. Pour dire que c'était un jeudi noir, le président Thomas Sankara, c'était l'espoir de tout un peuple, l'espoir de toute une nation, l'espoir de toute une génération, de tout un continent qui venait d'être assassiné, qui venait de s'éteindre, qui venait de s'effondrer. La parole, sinon la citation que vous voyez sur la photo, c'est une semaine avant sa mort, c'est-à-dire le 8 octobre 1987. Il a reçu ici le fils du Tché, celui-là qu'on appelle Ernesto Guevara. Et il lui disait ceci, le sang des héros fertilise le sol de la révolution. Et c'est dans ce cercle rouge-là que le président Sankara a versé son sang afin de fertiliser le sol africain et burkinabé pour qu'aujourd'hui, des milliers de Sankara soient nés un peu partout pour poursuivre la lutte révolutionnaire du président Thomas Sankara. Voici un peu l'histoire tragique du 15 octobre 1987, qui est une histoire pathétique. Mais c'est comme le disait le père de la révolution, tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Aujourd'hui, nous sommes nés pour poursuivre la lutte révolutionnaire du président. Je vous remercie donc de m'avoir écouté. La patrie, la mort. Merci, camarades. Nous allons faire Un vulgaire citoyen. Silence. avancer. Enterré comme un voleur, sans aucune considération, sans aucune dignité. Une manière même de bafouer la dignité de l'homme. C'est une photo qui a été prise le lendemain de son enterrement. C'était au cimetière de Darnoin. Les assaillants ont voulu camboufler l'affaire, mais le peuple a tout de suite su que c'est là que le père de la révolution a été enterré. Rapidement, les gens vont se mobiliser, d'autres vont envoyer des drapeaux, des fleurs,
des pierres pour venir mettre sur la tombe. Les témoins racontent que les tombes faisaient à peine 30 cm et que des parties étaient visibles dehors. Les tombes vont rester dans cette position pendant 3 jours. Et c'est 3 jours après que les populations vont se mobiliser, creuser la terre et venir mettre. À son temps, l'autorité, on va avancer, refusait tout reconnaissement des tombes. Au bout d'un moment, les tombes ont failli disparaître. Il y avait ce baobab dans le cimetière qui n'existe plus aujourd'hui. Ils ont été enterrés en bas de ce baobab. Donc, on se référait à ce baobab pour pouvoir identifier là où se trouvent les tombes. Pour rappeler que c'est au cimetière de Darnoy. De Darnoy, oui. Donc, ce n'est que 10 années plus tard, c'est-à-dire de 1987 à 1990, les familles vont en fait se révolter, seront soutenus par le peuple et l'autorité à son temps sera obligée de céder et de les permettre à ce qu'ils puissent reconstruire les tombes de cette manière comme on le voit. En 2015, pour des questions d'autopsie et d'analyse, les morts seront exhumés. Et après exhumation, il fallait réenterrer. C'est là qu'un débat va naître. D'autres ont dit d'aller les réenterrer au niveau du monument des martyrs. Certains ont dit retourner au cimetière de Darnoy. Les sages, pour la plupart, ont estimé que la manière dont comment ils ont été assassinés, dans notre tradition, on appelle cela une mort rouge. Et chez nous, une mort rouge, on enterre là où la personne est morte. Il fallait donc revenir ici, réenterrer. Il n'y a pas eu de consensus. Les restes ont fait 8 ans dans des boîtes à la justice. C'est-à-dire de 2015 à 2023, le président n'aura pas de tombe. Ce n'est que le 23 février 2023, quelques mois après la prise du pouvoir de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui est l'héritier politique et idéologique du père de la Révolution, le président Thomas Sankara, qui va enfin permettre que les restes soient réenterrés ici avant de construire le mausolée dont on ira Maria. C'est avec cette voiture qu'il se promenait un peu partout, en ville comme en campagne. C'est avec cette voiture qu'il a fait la guerre dont je vous ai fait cas. Une guerre manigancée à son temps par l'impérialisme pour diviser les deux pays. Ça montre une fois de plus la simplicité du président Thomas Sankara. Parce que président de son État, il pouvait s'offrir toutes les voitures de luxe. Il a préféré rester fidèle à cette dite militaire que voici. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous, les plus jeunes, qui ne l'avons pas vu, savoir que cette voiture lui appartenait. Et pouvoir toucher, c'est comme si le président était ici avec lui. Oui? Oui, il faut noter que le président Thomas Sankara a eu 2 enfants, Philippe Sankara et Auguste Sankara. Après la mort du président, bon, ils ont tellement souffert qu'au bout d'un moment, Madame Sankara a décidé de partir avec ses enfants. D'abord, c'est le Gabon d'Omar Bongo, à son temps, qui a accepté de les accueillir. Et ensuite, c'est en France qu'elle est partie. Mais depuis que les enfants sont partis, ils ne sont plus revenus au pays. Au Burkina, en tout cas, ils ne sont plus revenus jusqu'à présent. Mais en Afrique, oui, ils viennent. Parce que nous avons appris qu'ils sont une fois venus au Mali, à côté. C'est au Burkina qu'ils ne sont plus revenus. Mais ça se comprend. Parce que, bon, à ce moment-là, ils avaient peur de venir pour qu'on les tue. Aujourd'hui, c'est que le gouvernement actuel est en train de travailler à ce qu'ils reviennent. Parce que, voilà, les choses sont en train de rentrer maintenant en ordre. D'autres questions? Réalisé aussi par un sculpteur burkinabé du nom de Jean-Luc Bambara. Monter au niveau de la statue, les escaliers, c'est 15 marches. Et les 15 pas, ça représente le 15 octobre 1987. La position aussi de la statue avec le poing fermé et le pied en position de marque,
C'est pour dire la révolution continue, la révolution est en marche. Donc voici un peu de façon résumée ce qu'on pouvait dire concernant la statue. Il faut noter que cela n'est qu'une minime partie, voilà, des projets à réaliser ici. Parce qu'on aura une autre statue du président Thomas Sankara de 37 mètres de hauteur, pour dire qu'il est mort à l'âge de 37 ans. Au niveau du bâtiment Burkina, on aura la tour Sankara qui va encercler le bâtiment, 87 mètres de hauteur. Dire qu'au bout d'un moment, la révolution s'est stoppée en 1987 avant de reprendre en 2022. On aura aussi un espace de repos d'environ 3000 places. On aura une salle de cinéma, un restaurant qui va faire la promotion du consommant local, une bibliothèque, médiathèque, et le site sera aussi associé au parc Bangrweogo. Voilà, ça c'est dans les années à venir. Donc c'est un peu ça ce qu'on peut dire concernant le mémorial Thomas Sankara. Merci beaucoup.